Je suis donc Sylvie Guillaume, je suis présidente de Forum Réfugiés et je voulais, en fait, dans cette intervention liminaire très rapide, me centrer autour de deux mots, le pourquoi et le comment. Le pourquoi de ce 25e état des lieux de l'asile en France et dans l'Union européenne, c'est un peu pour dire que quand on veut commenter les questions d'asile, quand on veut encore plus légiférer sur ces questions-là, eh bien, il faut comprendre ce qui sont des phénomènes extrêmement complexes et pas nécessairement abordables facilement. Et cette démarche, j'ai envie de dire qu'elle est d'autant plus nécessaire que la période dans laquelle nous sommes, dans la période dans laquelle nous sommes, les questions d'asile sont assez mal traitées, en deux mots, dans le débat public. De notre point de vue, à Forum Réfugiés, il faut donc qu'on aborde ces questions avec des données, avec une analyse fiable et documentée, de manière à sortir d'une analyse trop simpliste sur ces phénomènes complexes, je le redis, et sortir de quelque chose qui s'apparente de temps en temps à du populisme. Donc, nous voulons nourrir cette expertise et ce rapport y participe. Il n'y a pas en France, ni en Europe, je pense, d'ouvrage équivalent dans ce domaine, avec un tel degré de sophistication sur les éléments à comprendre, et nous en sommes très fiers. Et le deuxième mot, comme je vous l'indiquais, c'est le comment. Le comment, c'est 8 salariés de Forum Réfugiés qui, sous la houlette de Laurent Delbos, qui prendra la parole dans un instant, ont pu contribuer à ce rapport. C'est 12 experts qui viennent d'autres organisations que la nôtre, des universitaires, des chercheurs, des membres d'ONG, etc. Et c'est également la préface par Marie-Laure Basilien-Guinge, professeure de droit public à l'Université Lyon 2, que je veux sincèrement remercier et saluer amicalement de sa contribution à ce rapport. Je crois qu'elle était vraiment à la hauteur, dans son point de vue, de l'exigence de ce document. Voilà donc pour cette présentation qui, j'espère, vous permettra de vous convaincre de la capacité d'analyse et d'expertise de notre organisation Forum Réfugiés dans ce domaine de l'asile. Donc, nous sommes à la fois des opérateurs, mais également des contributeurs et des experts sur toutes ces questions. Et je vais passer tout de suite la parole justement à l'une de nos expertes qui a évidemment largement contribué à ce rapport, Barbara Johannon, chargée des relations extérieures du HCR en France. Barbara, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sylvie. Bonjour à toutes et tous. Est-ce que vous me voyez et vous m'entendez pour qu'on démarre dans de bonnes conditions? Oui, ok, génial. Je vais vous partager mon écran simplement pour appuyer mon propos de quelques slides qui vous permettront d'avoir une vision peut-être un peu plus précise de certaines statistiques, puisque du coup, c'est là-dessus que je vais vous faire ma présentation. Est-ce que vous voyez mon écran à ce stade? Normalement, oui. Euh, donc, juste peut-être en quelques mots. Donc, moi, je suis Barbara Joannon, je suis chargée des relations extérieures pour l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, en France, à la représentation en France. En quelques mots, je pense que vous êtes tous et toutes dans le domaine familier du HCR, mais simplement rappeler que notre agence, elle existe depuis 1950, contexte de création au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. À l'époque pour accompagner les personnes déplacées de force par la Seconde Guerre mondiale. Donc, toujours intéressant à rappeler que les déplacements forcés n'ont pas toujours été dans les dynamiques qu'on connaît actuellement. On est présent dans plus de 130 pays aujourd'hui, avec malheureusement un contexte de crise budgétaire qui nous oblige à fermer certaines opérations ou même certains bureaux pays. Donc voilà, on est en phase de reconfiguration dans le contexte actuel, mais toujours une présence très large sur tous les continents et avec une mission qui est effectivement d'assurer l'accès à la protection internationale et à des solutions durables. Donc vraiment un mandat qui est à la fois juridique, accompagné par la Convention de Genève de 1951, mais qui s'étend au-delà puisque les situations de déplacement forcé durent dans le temps et il s'agit d'accompagner les personnes durablement pour reconstruire leur vie et trouver des solutions de protection durables. On est une agence humanitaire, donc notre couverture pays, elle est essentiellement de terrain, avec plus de 90% de nos équipes qui sont en proximité immédiate avec les personnes déplacées de force dans le monde.
Et on travaille en coordination et en coopération avec tous les acteurs, à la fois les autorités, les autres organisations de la société civile. On est en France un partenaire très proche de Forum Réfugiés et évidemment d'autres acteurs, des entreprises, des universités, les médias, pour collectivement mettre ensemble en œuvre le pacte mondial pour les réfugiés et avancer positivement le mieux possible la situation des déplacés forcés dans le monde. On travaille avec et pour les personnes réfugiées, demandeuses d'asile, déplacées internes et apatrides. Je vais donc, dans mes présentations sur les tendances mondiales des déplacements forcés, vous parler essentiellement des personnes réfugiées, mais aussi de ces autres groupes dont on suit l'évolution des tendances depuis de nombreuses années maintenant. Le dernier rapport qui est sorti donc mi-juin, le rapport des tendances mondiales du HCR, il couvre toute l'année 2024 pour l'ensemble des données comparables, mais on a quelques éléments déjà de tendance à fin avril 2025. Donc à fin avril 2025, il y avait plus de 122 millions de personnes qui étaient déplacées de force dans le monde, c'est à peu près une personne sur 67, ou la population du Japon, pour vous représenter les choses de différentes manières. C'est une hausse qui ne se dément pas depuis 10 ans, un peu plus de 10 ans, même depuis 13 ans, et le double de la population déplacée de force d'il y a 10 ans, avec autant de financement pour venir en aide à ces personnes et répondre à leurs besoins qu'il y a 10 ans. Donc la situation est absolument dramatique actuellement sur le terrain. Parmi les personnes déplacées de force, je vous le disais rapidement, mais donc on a des personnes qui sont réfugiées, qui ont dû quitter leur pays, qui ont franchi une frontière pour trouver une protection, des personnes qui sont déplacées à l'intérieur de leur pays. Donc vous le voyez hein, dans les 3 blocs à l'écran, c'est la majorité des personnes qui en fait ne franchissent pas une frontière, qui restent déplacées au sein de leur pays, et des personnes qui sont en demande d'asile pour 8,4 millions d'entre elles à fin 2024. L'ensemble des autres chiffres que je vais vous présenter sont à fin 2024. Hein. C'est ce que je vous disais, c'est que c'est des données comparables à fin 2024. Le seul chiffre qu'on a un petit peu qui sort du lot, c'est les 122 millions de personnes déplacées de force qui là sont à fin avril 2025. Ça, je vous en ai déjà parlé. Peut-être simplement pour vous montrer du coup cette évolution des tendances et vous expliquer un peu plus précisément dans le détail qui sont les personnes déplacées de force, puisqu'en fait quand on parle de réfugiés au HCR, on intègre des personnes qui sont dans des situations assez différentes. Donc vous avez notamment les réfugiés palestiniens qui sont intégrés maintenant depuis quelques années dans nos statistiques, même si notre agence ne répond pas à leurs besoins humanitaires sur le terrain puisqu'il y a une agence dédiée qui s'appelle l'UNRWA. Mais par contre, dans la consolidation des données, on prend en compte maintenant les réfugiés palestiniens pour vraiment refléter l'ensemble des personnes concernées par le déplacement forcé dans le monde. Vous verrez aussi, si vous parcourez notre rapport, qu'il y a différentes catégories. Donc, il y a des personnes qui sont en besoin de protection internationale, des personnes qui sont sous le mandat strict du HCR, donc 31 millions de réfugiés. Les personnes qui sont considérées comme ayant un besoin de protection internationale, c'est essentiellement aujourd'hui les personnes qui fuient le Venezuela. Toutes ne rentrent pas dans le mandat du HCR, mais en revanche, elles ont tout en point commun de ne pas pouvoir rentrer dans leur pays d'origine. Et donc elles sont comptabilisées de manière un petit peu distincte pour vous expliquer à quoi fait référence ce chiffre en rouge. Pardon, voilà, pardon, j'étais bloquée sur mes slides. Quelques pourcentages qu'on tient absolument à mentionner sur chacune de nos interventions. Les personnes, je vous le disais, pour 60% d'entre elles ne fuient jamais leur pays, elles fuient au sein de leur pays, elles sont donc déplacées internes. Pour celles qui franchissent une frontière, elles vont majoritairement dans les pays voisins de leur propre pays pour 67% d'entre elles, donc vraiment une très grande proportion. Et in fine, la majorité des principaux pays d'accueil de personnes réfugiées sont des pays à revenus faibles ou intermédiaires. Donc ça, c'est vraiment des éléments extrêmement importants, y compris dans le débat public actuel en France et en Europe.
Et peut-être un dernier pourcentage qui nous semble important, c'est le fait que les réfugiés se trouvent dans des situations prolongées de plus de 5 ans pour une très grande majorité d'entre eux. Et ce qui nous pousse, nous, au niveau du HCR, à travailler, comme je vous le disais, sur la question des solutions durables. Ce qu'on entend par solutions durables au sein du HCR, c'est l'intégration dans le pays d'asile, que ce soit dans un pays voisin ou plus largement en Europe ou ici en France. C'est la réinstallation. Les besoins de réinstallation aujourd'hui sont énormes. Plus de 2 millions de personnes qui ont des besoins de réinstallation dans le monde et qui malheureusement ne trouvent pas de solution à cet égard puisque les places de réinstallation sont peu nombreuses. On a atteint un record de réinstallation en 2024 avec 188 000 réinstallations, ce qui était un record pour vous dire. Il faut le mettre en balance avec le besoin de 2 millions. Mais le nombre de places diminue là sur 2025 avec tout simplement l'arrêt des programmes de réinstallation des États-Unis. Donc la situation sera bien moins reluisante à la fin 2025. Et la dernière solution durable, c'est l'accompagnement au retour volontaire dans la dignité et dans la sécurité, ce qui est actuellement une tentative pour les réfugiés syriens qui, pour beaucoup, ont envie de rentrer suite à la chute du régime de Bachar el-Assad, mais sont encore dans l'incertitude de ce qu'ils vont retrouver à la fois comme conditions de sécurité, mais aussi économique dans leur pays d'origine. Donc, c'est des millions de personnes qui retournent dans leur région d'origine, hein, plus de 2 millions sur 2024, dont à peu près 500 000 réfugiés qui sont retournés dans leur pays. Alors, j'essaie de passer à la slide suivante, pardon. Pour les personnes réfugiées, en 2024, les principaux pays d'origine étaient donc le Venezuela, qui passe maintenant en tête, suivi de très près par la Syrie, et puis par l'Afghanistan, l'Ukraine, Sud-Soudan et Soudan. C'est en fait une même situation malheureusement qui est aujourd'hui la plus grande situation de déplacement forcé si on compte les déplacés internes, puisqu'on a plus de 14 millions de personnes qui sont déplacées par ce conflit. Je fais un petit zoom là-dessus parce qu'en fait, il y a beaucoup de réfugiés du Sud-Soudan qui étaient réfugiés au Soudan, qui doivent rentrer dans leur pays. Mais depuis quelques mois, on assiste aussi à des violences et des conflits au Sud-Soudan, une sorte d'élargissement du conflit soudanais aux régions voisines. Donc là, c'est vraiment l'ensemble de cette zone qui est malheureusement en crise avec des millions de personnes donc, qui sont déplacées dans les pays voisins et au sein de leur pays. Peut-être une précision aussi sur l'Afghanistan. Le nombre de personnes déplacées de force d'Afghanistan et donc là, en l'occurrence, de personnes réfugiées a légèrement diminué par rapport à l'année dernière à cause de retours forcés, pour le coup, donc pas des retours volontaires comme on peut voir en Syrie, mais des retours forcés depuis l'Iran et le Pakistan. Donc une situation qui nous inquiète tout particulièrement puisque actuellement en Afghanistan, plus de la moitié de la population a besoin d'aide humanitaire et notamment est à risque de famine. Donc un contexte très préoccupant pour le retour des Afghans d'Iran et du Pakistan. En termes de pays d'accueil, l'Iran reste malgré tout ça le principal pays d'accueil de personnes réfugiées, essentiellement des Afghans d'ailleurs. Et donc c'est intéressant toujours de voir ces pays d'origine et d'accueil en parallèle, puisque ça permet quand même de bien mettre en lumière ce que je vous disais sur le fait que les principaux pays d'accueil sont les pays voisins. La Turquie qui reste le principal pays d'accueil des réfugiés syriens. La Colombie qui accueille la majorité des réfugiés exilés vénézuéliens. L'Allemagne qui donc fait figure un petit peu d'exception dans ce palmarès de l'accueil, puisque l'Allemagne accueille à la fois beaucoup de réfugiés syriens, mais aussi ukrainiens, sans être directement un pays voisin de ces pays-là. Et l'Ouganda qui, en Afrique, notamment Afrique de l'Est, accueille énormément de réfugiés donc soudanais, mais aussi beaucoup de République démocratique du Congo. Et fait pareil figure de leader en matière d'accueil dans la région. Je voudrais vous parler en quelques mots rapides des personnes déplacées internes, si mon écran veut bien passer à la slide suivante. Voilà. Donc, je vous l'ai dit en introduction, les personnes déplacées à l'intérieur de leur pays sont la majorité des déplacés de force dans le monde. Et malheureusement, ce chiffre augmente très vite.
même si on a aussi observé des retours. Mais je vous ai parlé du Soudan, mais il y a également une situation très préoccupante au Myanmar ainsi qu'en Haïti sur 2024. Et donc, on a notamment dans le rapport des tendances mondiales de cette année un zoom sur la situation au Myanmar, qui est souvent une situation peu connue. C'est vrai on a peu de personnes réfugiées qui nous arrivent jusqu'à nous en France de ce pays-là, mais en tout cas, c'est un pays de déplacement interne très important sur l'année. Donc, donc voilà. Quelques mots encore pour vous parler des demandeurs d'asile. La particularité, c'est que toutes les personnes ne peuvent pas demander l'asile quand elles fuient leur pays, puisque tous les pays n'ont pas une procédure de demande d'asile en tant que telle. Dans beaucoup de cas, le HCR délivre un statut de réfugié prima facie, par exemple, ou assure la détermination du statut de réfugié. Mais on a la possibilité en Europe et en France d'avoir une procédure d'asile. Donc, les demandeurs d'asile sont essentiellement dans les pays, je dirais, du Nord, ou plus riches en tout cas, pays d'Europe, États-Unis et Australie, Nouvelle-Zélande, Japon, qui ont des procédures dédiées, Canada. Actuellement, beaucoup de demandeurs d'asile majoritairement originaires du Soudan, du Venezuela, de la Syrie, de la Colombie également, et de l'Afghanistan, donc qui reflètent quand même la majorité des pays d'origine des réfugiés. Et pour terminer, puisqu'ils font partie de notre mandat, les personnes apatrides, qui sont aujourd'hui 4,4 millions de personnes estimées à fin 2024, pas mi-2024, la slide a mal été mise à jour, mais le chiffre est certainement bien plus élevé puisque on se base sur les données qui nous sont remontées de la part des différents États. Et la particularité des personnes apatrides, c'est précisément de n'être reconnues par le national d'aucun pays, donc très compliqué de suivre l'évolution de la population apatride dans le monde. Il y a eu quelques améliorations de situation en 2024, mais ça reste quand même des populations extrêmement marginalisées, en particulier la communauté Rohingya, qui compte pour 2 personnes sur 5 apatrides dans le monde, donc la plus grande population d'apatrides qu'on connaisse. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous laisse en espérant qu'il fonctionne bien. Je l'ai fait modifier hier, donc normalement ça devrait être bon parce que j'ai eu un petit problème la semaine dernière. Et je m'arrête là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci Barbara pour votre intervention. Je vais passer la parole à Élise Martin-Gomez, qui est chez nous la responsable du plaidoyer européen. Et j'en profite également pour vous indiquer que si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le fil de conversation et nous prendrons le temps de répondre après. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors déjà, je vais vous demander si vous m'entendez bien. Oui. Ok. Parce que j'ai pas de retour du coup, comme je vais partager mon écran. Bonjour à tous. Je vais commencer par vous présenter le panorama statistique 2024 en Europe. Et il semble que j'ai le même problème que Barbara pour passer les slides. Alors. Voilà. Donc, je vais commencer par les entrées. Donc Frontex, l'agence des gardes-côtes et frontières de l'UE, a identifié 239 000 passages irréguliers aux frontières extérieures de l'UE. Il faut savoir que Frontex comptabilise les passages et non les personnes, donc c'est un chiffre qui reflète pas nécessairement le nombre de personnes qui passent les frontières. Ça donne une idée, mais une même personne peut passer une frontière plusieurs fois et être comptabilisée 2 fois ou plus. C'est le niveau le plus bas depuis 2021, lorsque la migration était encore affectée par la pandémie de Covid-19. Et ça représente une baisse de 37% par rapport à 2023. Et c'est la première baisse après 3 ans de hausse consécutive. La diminution est principalement due à une chute de 59% des détections sur la route de la Méditerranée centrale et à une baisse de 78% sur la route des Balkans occidentaux.
En revanche, la route de la Méditerranée orientale a vu les détections augmenter de 14% et les îles Canaries, qui sont sur la route de l'Afrique de l'Ouest, ont vu une augmentation de 18%. Et c'est la deuxième année consécutive de hausse. Sur la route des frontières orientales, donc à l'est, le nombre de passages a aussi été en hausse. Il a été multiplié par 3, principalement le long des frontières avec l'Ukraine et la Biélorussie. Et puis alors là, je vais vous donner un chiffre qui concerne du coup les sorties de l'UE, puisque les tentatives de traversée vers le Royaume-Uni ont elles aussi augmenté de 9% par rapport à 2023. Ça représente 67 522 personnes. En 2024, sur la route la plus empruntée, donc l'orientale, les principaux pays d'origine des personnes détectées étaient la Syrie, l'Afghanistan et l'Égypte. La proportion de femmes parmi ces migrants détectés s'est maintenue à un peu plus de 10%. Par contre, la proportion de mineurs a augmenté. Elle est passée de 13% en 2024 à 16% de 13% en 2023 à 16% en 2024. Et dans le rapport, vous trouverez aussi des chiffres de l'OIM et du HCR qui varient un petit peu parce que c'est pas les mêmes méthodes de détection. L'année 2024 a de nouveau été marquée par de nombreuses difficultés pour ces personnes tentant d'entrer sur le territoire de l'UE, des pratiques de refoulement, donc des renvois sommaires sans examen de la situation individuelle ont de nouveau été rapportés. Et l'OIM a recensé environ 3000 morts en Méditerranée exclusivement. C'est un peu en baisse par rapport à l'année dernière, mais on ne peut pas vraiment estimer le nombre de morts puisque ce chiffre ne compte pas les personnes disparues. Dans le rapport, vous trouverez aussi plusieurs parties sur les entraves au droit d'asile, notamment un article sur le sauvetage en mer et la pression sur les ONG, un article sur la proposition de réforme de la directive dite facilitation, qui vise à lutter contre les passeurs, mais qui pourrait avoir un impact sur les ONG en mer. Un article rédigé par le Cyprus Refugee Council, qu'on remercie beaucoup, sur l'accès à l'asile à Chypre depuis la zone tampon, ou encore un article sur le cadre dérogatoire polonais de suspension des enregistrements des demandes d'asile. Vous trouverez également un article sur le fameux accord Italie-Albanie, les arrêts relatifs à celui-ci, ainsi que les questions préjudicielles à la Cour de justice de l'UE liées à cet accord, et un passage sur l'accord espagnol de répartition des mineurs non accompagnés arrivés sur les îles Canaries. Je vais maintenant passer aux demandes d'asile en 2024. Je vais vous présenter les chiffres publiés par Eurostat au moment de l'écriture du rapport, donc début mai. Eurostat met très régulièrement à jour ces chiffres et début mai, c'était presque tous les jours. Donc, ça n'a pas facilité mon travail. Mais ces chiffres sont consolidés pour début mai. La demande d'asile en 2024 est en baisse par rapport à 2023. Vous le voyez sur le graphique. L'ensemble des États membres ont enregistré 996 960 demandeurs en 2024. Il y en avait 1 129 800 en 2023, mais le chiffre de 2024 reste tout de même particulièrement élevé. Concernant les primo-demandeurs, donc les personnes qui demandent l'asile pour la première fois, il y en avait 912 000. Alors récemment, Eurostat a publié un article indiquant qu'en 2024, il y en avait 912 415. Donc, comme je vous l'ai indiqué, les chiffres varient, mais c'est pas une variation trop importante. Concernant les pays d'accueil, l'Allemagne a reçu 25,2% des primo-demandeurs d'asile dans l'UE. L'Allemagne reste l'État membre avec le plus de premières demandes. Elle a encore été suivie par l'Espagne, qui représente 18% des premières demandes, et l'Italie, avec 16,6%. L'Italie qui reprend la troisième place à la France, qui passe quatrième avec 14,3%. La Hongrie et la Slovaquie, alors je ne mentionne pas le Portugal parce que les données n'étaient pas disponibles, sont encore, comme les années précédentes, en bas du classement. Il y a eu, par exemple, 25 premières demandes en 2024 en Hongrie. Donc, les causes sont sûrement les politiques empêchant le dépôt des demandes. Je pense, par exemple, au système hongrois de demande exclusive auprès des ambassades dans des pays tiers.
En 2024, il y avait en moyenne 2 nouveaux demandeurs d'asile pour 1000 habitants dans l'UE. La France est 12e du classement. Par exemple, par million d'habitants, en France, il y a 2030 primo-demandeurs. Donc 2030 primo-demandeurs par million d'habitants. L'État membre ayant enregistré le plus de demandes au regard de sa population reste Chypre, avec 6985 personnes par million d'habitants, sachant que l'île a un tout petit peu plus d'1 million d'habitants. Fait marquant, en 2024, il y a eu 101 640 demandes d'asile traitées en procédure accélérée dans les pays de l'UE, soit une augmentation de 6,3% par rapport à 2023. Et le plus grand nombre de procédures accélérées a été enregistré en France, avec 54 785 procédures accélérées, suivies de loin par l'Italie avec 24 865. Vous trouverez d'autres données sur les procédures dans le rapport. Est-ce que quelqu'un peut me dire si vous m'entendez bien et si je vais assez lentement? Oui, ok. Merci. Concernant les profils des primo-demandeurs, en 2024, les hommes représentaient 67% de l'ensemble des premières demandes d'asile dans l'UE. La moitié des primo-demandeurs étaient âgés de 18 à 34 ans. Et la Syrie est le principal pays d'origine des demandeurs d'asile depuis 2013. L'année prochaine, on devrait voir un petit changement concernant ce pays d'origine. Mais pour l'instant, pour 2024, on ne le voit pas encore. On voit quand même une baisse, mais il reste le principal pays d'origine. Les Vénézuéliens ont été en 2024 les seconds principaux primo-demandeurs, suivis des Afghans. Et les Colombiens et les Turcs sont les 4e et 5e du classement par pays d'origine. Les plus grands nombres de primo-demandeurs syriens, afghans et turcs ont été enregistrés en Allemagne. Et pour les Vénézuéliens et les Colombiens, la quasi-totalité a été enregistrée en Espagne. On est aux alentours de 90 et 80%. Et c'est en raison notamment de la langue commune, mais aussi du régime spécifique créé pour les Vénézuéliens. On en parlait l'année dernière et vous retrouverez des éléments sur ça sur notre site internet. L'augmentation la plus importante par rapport à 2023 a été observée pour les Maliens, avec une hausse de 143%, et pour les Ukrainiens avec 96% de hausse. Les Ukrainiens constituaient le principal groupe de primo-demandeurs d'asile dans 4 pays de l'UE, la Pologne, l'Estonie, la France, on en parlera certainement après, et la Slovaquie. En 2024, le nombre de primo-demandeurs syriens a diminué, comme je vous l'ai dit, de 19,2%, mais ça reste la Syrie reste le principal pays d'origine. Les mineurs représentaient 26% des primo-demandeurs en 2024 contre 24% en 2023, et 4% de ces mineurs étaient des MNA, donc des mineurs non accompagnés. Les États membres qui ont reçu le plus de premières demandes de MNA sont l'Allemagne, les Pays-Bas et la Grèce. Et la plupart de ces MNA venaient de Syrie, d'Afghanistan et d'Égypte. Il est à noter que ces chiffres ne représentent que partiellement les besoins de protection des MNA, puisque l'évaluation réelle de leur nombre est difficile. La protection de ces enfants repose dans certains pays sur le système d'asile et dans d'autres sur des dispositifs complètement indépendants, comme c'est le cas en France avec l'ASU. Et vous retrouverez des sections dédiées aux statistiques concernant les mineurs tout au long du rapport. Pour ce qui est du niveau de protection, en 2024, 437 900 décisions positives ont été prises dans l'UE, en première instance et en appel. C'est le chiffre le plus élevé depuis les pics de 2016 et 2017. Il a noté que le taux global de protection, donc c'est-à-dire le pourcentage de décisions positives à la fois en première instance et en appel, est difficile à calculer puisque ces décisions d'appel arrivent souvent plus tard, pas sur la même année. Donc ce que je peux vous dire, c'est que le taux de protection en première instance était de 51,4% et que l'année précédente, il était de 53%. Pour ce qui est du taux de protection en appel, donc décision positive sur nombre total de décisions, il était de 27,1%, puisqu'il reste stable par rapport à 2023. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, 42,4% des personnes protégées ont reçu le statut de réfugié en première instance et en appel, ce qui est stable par rapport à 2023. 38,8% la protection subsidiaire, c'est plus qu'en 2023, où il y avait 35%.
et 18,8% ont reçu une protection humanitaire. C'était 22% l'année passée. Et il faut savoir que les protections humanitaires ne sont pas harmonisées au niveau de l'UE et que certains États membres n'en offrent pas. L'Allemagne reste le pays à avoir pris le plus de décisions positives, suivi de la France et de l'Espagne, comme l'année passée. Les principaux bénéficiaires restent les Syriens, les Afghans et les Vénézuéliens. Donc il y a plus ou moins une corrélation entre les principaux demandeurs et les principaux bénéficiaires. Et fait marquant cette année, les Ukrainiens arrivent quatrième. En ce qui concerne les réinstallations et les relocalisations, donc je vais préciser de quoi je parle puisqu'on doit avoir un public d'horizons divers. La réinstallation dans l'UE concerne des réfugiés de pays tiers particulièrement vulnérables et sans perspective d'intégration durable dans le pays de premier asile, donc pays de premier asile tiers. Est relevé jusqu'à présent uniquement du droit international, mais il y aura désormais un cadre européen avec la mise en œuvre du pacte sur l'asile et la migration de l'UE qui ne change rien au caractère volontaire de la réinstallation, mais qui a le mérite d'exister. Donc, comme vous pouvez le voir sur le tableau, en 2024, d'après les chiffres d'Eurostat, seuls 12 États parmi les 27 ont réinstallé. C'était 13 l'année dernière. Et en 2024, l'Allemagne, la France et l'Italie sont les pays ayant le plus réinstallé dans l'UE. Cette année, l'Allemagne et la Belgique ont annoncé ne plus vouloir participer aux efforts de réinstallation, donc ça devrait baisser en 2025. La relocalisation est quant à elle une répartition des demandeurs d'asile dans l'UE, qui relevait également qui relevait aussi jusqu'à présent du droit international, désormais avec le pacte, et plus particulièrement le règlement dit gestion. Il y aura un cadre européen, donc les États membres devront choisir entre des relocalisations, des contributions financières ou d'autres formes de solidarité pour venir en aide aux États membres ayant un besoin de soutien. Les relocalisations ne seront pas obligatoires pour les États membres, même en temps de crise. En revanche, elles seront obligatoires pour les demandeurs d'asile si c'est l'option privilégiée par un État contributeur. Il sera même possible de relocaliser des bénéficiaires de la protection internationale, mais cette fois-ci avec leur accord. Jusqu'à présent, il y avait très peu d'informations sur les relocalisations. En juin 2024, par exemple, la Commission a annoncé avoir relocalisé 5000 demandeurs d'asile depuis 2022 dans le cadre du mécanisme volontaire de solidarité qui a été créé sous la présidence française du Conseil en 2022. Mais nous n'en savons pas plus, ni sur les profils, ni sur les destinations. Espérons qu'avec la nouvelle législation, il y ait plus de transparence. Vous trouverez dans le rapport des données détaillées sur les transferts Dublin des États membres, donc demandes et transferts effectifs entrants et sortants. Sachez qu'ils sont toujours particulièrement limités. Les taux de transfert sont très bas. Ils sont à moins de 9% pour la France. Et ça concerne vraiment du droit européen. C'est pour transférer des demandeurs d'asile qui ne sont pas dans l'État compétent pour traiter leur demande d'asile. Vous trouverez également des données sur la protection temporaire qui baisse légèrement, mais on est toujours à plus de 4 millions dans l'UE, ainsi qu'un article sur les droits socio-économiques des bénéficiaires. Je vais maintenant vous parler du régime d'asile européen commun. Donc, pour l'instant, on a un régime bien en place depuis plusieurs années, mais des États ne le respectent pas. C'est le cas de la Hongrie, qui a été condamnée par la Cour de justice de l'Union européenne en juin 2024, et cela pour la première fois à une sanction financière pour violation sans précédent et exceptionnellement grave du droit de l'Union. La Cour a ordonné à la Hongrie de payer un montant forfaitaire de 200 millions d'euros et une astreinte de 1 million d'euros par jour de retard. On n'a pas trop de nouvelles sur le paiement de cette amende. Vous trouverez également dans le rapport toutes les procédures en manquement qui sont ouvertes. Généralement, ces procédures en manquement se ferment après une simple mise en demeure. Concernant le pacte sur la migration et l'asile, présenté par la Commission européenne en septembre 2020, il a été adopté en mai 2024. Et étant donné que tous les règlements ne deviendront applicables qu'en juin 2026 et que la refonte de la directive sur les conditions d'accueil est assortie de la même période de transposition de 2 ans, l'accent maintenant est mis sur la mise en œuvre au niveau national. Donc il faut adapter la législation nationale et les systèmes d'accueil.
Pour ce qui est du contenu du pacte, je vous renvoie à notre site internet et au webinaire de l'an dernier qui est disponible sur YouTube. Les États membres ont dû récemment transmettre leurs plans nationaux de mise en œuvre à la Commission européenne. La Hongrie a refusé de le faire et la plupart de ces plans ne sont pas publics. Il n'y a pas d'obligation pour les États membres de les publier. Donc, on attend toujours de voir comment sera fait la mise en œuvre nationale pour trouver nos éléments de plaidoyer sur notre site Internet. Ils ont également dû soumettre un plan d'urgence, c'est-à-dire de préparation pour accueillir lorsque les capacités sont temporairement épuisées et ceux-ci ne sont pas non plus publics. Pour finir, je vais juste vous dire que l'adoption du pacte n'a pas calmé l'appétit pour de nouvelles réformes, puisque la Commission a proposé, avant même l'entrée en application du texte, une réforme du règlement procédure, notamment afin d'établir une liste commune de pays tiers d'origine sûre, et donc d'augmenter le nombre de procédures accélérées à la frontière. Les États membres conserveraient toutefois la possibilité d'avoir des listes nationales. Et encore plus récemment, la Commission a publié une proposition concernant les pays tiers sûrs, dans le but de supprimer le lien de connexion requis entre le demandeur et le pays tiers pour l'y envoyer et retirer l'automaticité de l'effet suspensif du recours. Il faut quand même noter qu'un État membre peut ne pas appliquer ce concept et c'est le cas de la France. Notre organisation parapluie à Bruxelles est créée, European Council for Refugees and Exile, qu'on remercie vivement, explique cela en détail dans le rapport. La Commission a aussi proposé de remplacer la directive retour par un règlement, proposant entre autres des centres dans des pays tiers, avec des contours plus qu'incertains, un élargissement des possibilités de rétention et des garanties procédurales amoindries. Les propositions sont maintenant entre les mains des co-législateurs, donc Parlement européen et Conseil de l'UE. Et vous trouverez tout ça dans le rapport. Vous trouverez également un focus sur l'application du régime à Malte, un article sur l'action extérieure de l'UE qui complète les actions internes et des jurisprudences européennes. C'est tout pour moi. Merci. Merci beaucoup, Élise. Je vous rappelle en fait que le rapport est disponible sur un site, sur le lien que je vous ai envoyé dans la conversation. Et maintenant, je vais passer la parole à Laurent Delbos, qui est le responsable plaidoyer chez Forum. Bonjour à toutes et à tous. Je vais donc partager mon écran, moi aussi. Hop. Voilà. Est-ce que le partage d'écran fonctionne? Non. Alors, hop, hop, hop. Partager. Voilà. Donc, moi, je vais vous parler de la situation de l'asile en France. Donc, c'est le troisième chapitre du rapport qu'on présente aujourd'hui, qui est articulé autour de plusieurs sujets. Le premier sujet qu'on traite dans le rapport, c'est la question de l'accès à la procédure d'asile, c'est-à-dire qu'on étudie les conditions dans lesquelles les personnes peuvent accéder à ce droit fondamental. Tout d'abord, depuis les lieux d'entrée aux frontières extérieures, qu'on appelle les zones d'attente, les lieux où les personnes sont privées de liberté à leur arrivée aux aéroports notamment. En zone d'attente, on constate qu'il y a eu un peu plus de 1500 demandes d'asile qui ont été formulées en 2024 et sur ces 1500 demandes d'asile, il y a eu 375 personnes qui ont été admises sur le territoire au titre de l'asile. Donc vous voyez sur le petit graphique qu'on est sur un taux d'avis positif au titre de l'asile qui est très bas, hein, qui est au plus bas depuis ces dernières. Quand on regarde sur ces 5-10 dernières années, on est au plus bas sur l'admission au titre de l'asile en zone d'attente. Sur l'accès à la procédure d'asile, on a aussi une problématique qui est présente depuis plusieurs années, c'est la situation à la frontière franco-italienne. L'année dernière, on avait eu un développement jurisprudentiel assez intéressant de la Cour de justice de l'Union européenne, puis du Conseil d'État, qui avait indiqué que la France ne pouvait plus appliquer les procédures qu'elle appliquait depuis quelques années dans ces lieux et qu'il fallait appliquer des procédures d'éloignement classiques avec donc plus de garanties procédurales, on va dire, pour les personnes, ce qui a permis d'améliorer la situation, hein, d'après les ONG qui sont présentes sur place sur les premiers mois qui ont suivi cette jurisprudence de début 2024, mais assez vite, dès l'automne 2024, sont revenues les anciennes pratiques, c'est-à-dire des renvois en Italie par la police française sans prise en compte des demandes d'asile qui sont formulées dans ces lieux, ce qui est contraire au droit, hein.
policiers, quand il y a une demande d'asile, doivent prendre en compte cette demande d'asile et orienter les personnes vers une demande d'asile sur le territoire, ce qui n'est pas fait la plupart du temps à la frontière franco-italienne, qu'il s'agisse de la frontière haute dans les Hautes-Alpes ou de la frontière basse du côté de Menton. Si on se projette du côté des guichets uniques pour demandeurs d'asile, donc quand les personnes arrivent sur le territoire et souhaitent solliciter l'asile auprès des préfectures, elles se présentent d'abord auprès des structures de premier accueil pour demandeurs d'asile, les SPADA, et elles sont convoquées quelques jours plus tard au GUDA. Là, on voit un aspect positif. En 2024, il y a une baisse du délai de convocation en GUDA. Le délai moyen sur la France entière était de 2,7 jours en 2024, donc en baisse, donc une convocation rapide, ce qui est une amélioration de la situation. Mais malgré tout, et c'est ce qu'on documente dans le rapport, il y a encore des gros points noirs sur le territoire français en matière d'accès à la procédure d'asile et d'accès au guichet, en fait, tout simplement l'accès au service qui vient enregistrer la demande d'asile et donner le statut de demandeur d'asile avec les droits qui y sont associés. Ces difficultés, on les remarque principalement à Mayotte. Alors Mayotte, il y a une situation qui est assez peu connue en métropole, mais qui serait tout à fait choquante et inacceptable dans n'importe quel autre département français. C'est une situation dans laquelle, à partir d'octobre 2024, la préfecture de Mayotte a été bloquée par des collectifs citoyens, c'est-à-dire que tous les étrangers qui voulaient aller renouveler leur titre de séjour ou faire une demande d'asile ou faire une première demande de titre de séjour ne pouvaient pas accéder à la préfecture puisqu'il y avait quelques personnes devant la préfecture qui bloquaient l'accès et une inaction des autorités pour mettre fin à cette situation qui s'est débloquée au cours du mois de mai 2025. Donc pendant plusieurs mois, les personnes n'avaient tout simplement pas accès aux services de l'État pour demander l'asile à Mayotte, ce qui aboutissait à une situation dans laquelle les personnes étaient, quand elles demandaient l'asile auprès d'un service de police ou d'autres autorités françaises, elles étaient orientées vers le centre de rétention de Mayotte, où étaient instruites les demandes d'asile dans le cadre dégradé de la procédure d'asile en rétention. Ça, c'est le premier point noir. Le deuxième point noir qui persiste aujourd'hui, c'est la situation en Guyane. En Guyane, aujourd'hui, quelqu'un qui demande l'asile, qui se présente en préfecture pour demander l'asile, il va être convoqué dans le courant et même vers la fin de l'année 2026. On a des délais d'accès au guichet unique pour demandeurs d'asile qui sont d'environ 18 mois. Et on avait, fin 2024, plus de 11 000 personnes qui étaient en attente d'enregistrement de leur demande d'asile en Guyane. Donc, situation vraiment dramatique aussi, loin de la métropole, donc assez peu présente dans les radars médiatiques et politiques, mais qui est assez dramatique pour toutes ces personnes qui ne peuvent pas accéder à ce droit fondamental. Et dernier territoire sur lequel il y a des difficultés, beaucoup plus proche de nous en France métropolitaine, c'est en Isère, la préfecture de l'Isère et le guichet unique de Grenoble qui aujourd'hui convoque les personnes dans un délai compris entre 1 et 2 mois. C'est-à-dire quelqu'un qui va aujourd'hui à Grenoble demander l'asile, il ne verra sa demande enregistrée que environ, on est sur un délai de 30 jours calendaires environ aujourd'hui, ce qui, du point de vue de l'utilisateur, fait environ un mois et demi quasiment, et on a eu des délais qui ont dépassé les 2 mois. Pour non, je vais passer. Hop, excusez-moi, j'essaye de passer. Voilà. Donc, sur la question de l'accès à la procédure d'asile, les personnes ont des difficultés à accéder au guichet unique. Dans certaines situations, quand elles y accèdent, leurs demandes sont enregistrées et les guichets uniques, en 2024, ont enregistré un peu plus de 130 000 premières demandes d'asile, ce qui représente une baisse de 10% par rapport à l'année précédente. Là aussi, comme l'a expliqué ma collègue Élise, on est sur une baisse en 2024. On reste malgré tout sur des niveaux de demande d'asile qui sont assez élevés. On prend une échelle de plusieurs dizaines d'années, on est sur des niveaux de demande d'asile qui sont assez élevés, mais une baisse quand même significative de 10%. Si on prend l'ensemble des premières demandes, puisque toutes les demandes ne sont pas formulées en guichet unique, il y a aussi les demandes en rétention, les demandes dans le cadre de la réinstallation, on a un peu moins de 135 000 premières demandes. Et si on met tout bout à bout, toutes les premières demandes et les demandes qui viennent ensuite, notamment les demandes de réexamen ou les demandes de personnes qui ont été placées sous procédure Dublin et qui reviennent dans la procédure française, on a un total d'un peu plus de 170 000 demandes enregistrées par les autorités françaises en 2024. Le règlement du Dublin, en 2024, on a un nombre de requêtes qui est étonnamment bas en 2024, un peu plus de 30 000 requêtes adressées par la France à un autre État. Vous voyez sur le tableau que les années récentes dans lesquelles il y avait un taux si bas, c'était 2020, année Covid, avec une baisse importante des arrivées. Sinon, il faut remonter à 2016 pour avoir des chiffres plus bas.
donc moins de placements, un taux de transfert qui est toujours très limité, 8,5%. Si on prend le chiffre inverse, ça veut dire que pour plus de 91% des personnes, le placement sous procédure Dublin n'a abouti qu'à retarder leur demande et à mettre en place une machine administrative énorme qui mobilise énormément de personnes et de moyens pour rien finalement, puisque ces 91% de personnes sont à la fin revenues dans la procédure française au bout d'un certain délai. Les transferts ont eu lieu principalement vers l'Espagne, vers l'Allemagne et vers la Belgique. Comme l'année précédente, pas de transfert ou presque vers l'Italie, puisque l'Italie a annoncé qu'elle ne reprenait pas de personnes sous procédure Dublin pour les transferts. Ce qui, malgré tout, la France continue à solliciter l'Italie, à placer des personnes sous procédure Dublin, mais l'Italie n'accepte pas. Donc là aussi, on a quelque chose d'assez étonnant, où on met les personnes dans ce flou administratif et ces longueurs de procédure, alors qu'on sait à la fin qu'on ne pourra pas transférer les personnes en Italie. Et donc, ça aboutit, comme je disais tout à l'heure, à de nombreuses requalifications. C'est-à-dire qu'en 2024, il y a eu près de 9000 demandes qui sont revenus vers la responsabilité de la France alors qu'elles avaient été placées sous procédure Dublin les années précédentes. Ensuite, les personnes qui sont sous la responsabilité de la France et qui arrivent devant l'OFPRA, ça représentait 153 000 demandes de protection internationale en 2024, dont 130 000 premières demandes. Les principaux pays d'origine à l'OFPRA étaient l'Afghanistan, donc ça fait plusieurs années, c'est la 7e année consécutive que l'Afghanistan est le premier pays d'origine des demandeurs d'asile, suivi par l'Ukraine et la Guinée. On reparlera tout à l'heure un petit peu de la question de l'Ukraine. L'Ukraine qui, en guichet unique, était la première nationalité des demandeurs d'asile et qui, au fil des mois, s'affirme comme la première nationalité des demandeurs d'asile en France. Ensuite, comment l'OFPRA ou comment les instances de l'asile ont instruit les demandes d'asile? C'est la deuxième partie de ce chapitre sur la France. Le résultat de ces instructions de demande d'asile, c'est plus de 70 000 personnes protégées en 2024. C'est un nouveau record. L'année dernière, on était à 60 000. On a de plus en plus de personnes protégées parce qu'il y a de plus en plus de demandeurs, mais aussi parce qu'il y a des situations de violence, de conflits, de persécution qui sont aussi de plus en plus présentes et qui sont reconnues par les instances de l'asile. Donc, c'est pas négligeable. On va tout à l'heure parler de beaucoup de difficultés, beaucoup de critiques de notre système d'asile, notamment sur le système d'accueil. À travers ce chiffre de plus de 70 000 personnes protégées, on peut quand même affirmer qu'on a un système d'asile à travers ces instances d'asile qui fonctionne globalement bien et qui permet de protéger un nombre significatif de personnes chaque année. Si on se replonge 5, 6, 10 ans en arrière, on avait 2 fois moins de personnes protégées par la France. Un taux d'accord de l'OFPRA, là aussi, qui est assez élevé et un niveau record. On est à près de 39% d'accord à l'OFPRA et 21% à la CNDA. Les personnes protégées par la France, à la fin de cette instruction, viennent principalement d'Afghanistan, d'Haïti, d'Ukraine, de RDC et de Guinée. On voit parmi les types d'accords, en France, on peut obtenir soit le statut de réfugié, soit le bénéfice de la protection subsidiaire. On voit que la protection subsidiaire prend une place de plus en plus importante parmi les accords. 40%, 40% des personnes protégées ont la protection subsidiaire et non pas le statut de réfugié. C'est un des plus hauts niveaux de ces 10 dernières années. C'est notamment lié, quand on voit les pays d'origine, etc. Il y a des pays où il y a de façon importante des protections subsidiaires et non pas des statuts de réfugiés parce que la situation des personnes correspond davantage à ce cadre juridique. Sur les mineurs non accompagnés, on a toujours un taux d'accord et un taux de protection qui est très élevé. On cite ce point-là, y compris dans les résumés très synthétiques qu'on fait ici, parce que on constate en tant qu'association engagée sur cette défense du droit d'asile que c'est encore une procédure qui est sous-utilisée pour les mineurs non accompagnés. Il y a un peu plus, environ de l'ordre de grandeur, c'est à peu près 1000 demandes d'asile pour les MNA chaque année et sous-utilisée parce que quand elle est utilisée, elle aboutit dans près de 9 cas sur 10 à une protection, donc un taux qui est extrêmement élevé et des instances de l'asile qui sont très sensibles à ces situations. On met aussi en avant dans cette partie la question des pays d'origine sûrs, une notion qui est très contestable et qu'on essaye de combattre et de contester dès qu'on le peut. Dès qu'il y a des nouveaux pays, on essaye de soulever les difficultés de cette notion. On souligne à travers ce petit panorama statistique qu'en 2024, notre système d'asile a protégé 1456 personnes qui venaient de pays d'origine sûrs. Et parmi ces personnes, il y en avait 577 qui ont été protégées par la CNDA. Les chiffres peuvent paraître assez limités. On met en avant ces chiffres parce que souvent, il y a l'idée
reçu que quand on vient d'un pays d'origine sûr, c'est qu'on n'a pas le droit à l'asile. Pour près de 1500 personnes, si on venait d'un pays d'origine sûr et il y a eu une protection au titre de l'asile. Pourquoi est-ce qu'on souligne le chiffre devant la CNDA? C'est parce que le droit aussi, de plus en plus, et la dernière loi de 2018 sur ce sujet-là, a mis fin au droit au maintien sur le territoire dès la décision de l'OFPRA. Ça veut dire que des personnes qui viennent de pays d'origine sûrs, la France, au titre du droit, peut les renvoyer dans leur pays avant même qu'elles aient pu accéder à la CNDA. Pourtant, on voit que quand elles accèdent à la CNDA, eh bien, elles obtiennent une protection. Donc, si le droit avait été appliqué strictement, il y aurait eu 577 personnes qu'on aurait renvoyées dans leur pays alors qu'elles méritent une protection et donc on les aurait renvoyées vers leurs persécuteurs, vers les personnes qui étaient les auteurs de violences et qui pouvaient ensuite menacer leur sécurité et éventuellement leur vie. Les délais d'instruction, qui sont aussi un point important des politiques publiques en matière d'asile, poursuivent leur baisse. On est à un peu moins de 300 jours, 297 jours en moyenne si on additionne la moyenne d'instruction à l'OFPRA et la moyenne d'instruction à la CNDA. Mais il faut quand même souligner, c'est tout le schéma que vous avez en bas du slide, qu'il y a d'autres délais, c'est-à-dire qu'il y a un délai pour envoyer son dossier, il y a un délai d'1 mois pour faire le recours, etc. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, du point de vue du demandeur, entre le moment où il demande l'asile la première fois auprès d'une SPADA et le moment où il a une réponse définitive, il s'écoule encore plus d'1 an environ. Et un petit point aussi pour vous dire, s'il y a des personnes qui sont plus dans la partie d'accompagnement juridique, etc., de ces personnes, on fait, comme chaque année dans ce rapport, un focus sur les principales jurisprudences françaises en matière d'asile. L'accueil des demandeurs d'asile. L'accueil des demandeurs d'asile, c'est un gros sujet et un sujet qui est un sujet toujours critique de notre système d'asile. Et la situation, malheureusement, ne s'arrange pas. La situation ne s'arrange pas. C'est difficile toujours d'avoir des statistiques sur ces sujets-là. C'est difficile de porter un regard un peu précis, notamment parce que du côté de l'OFII, on n'arrive pas à avoir des statistiques un peu détaillées sur les retraits, les refus de conditions matérielles d'accueil. Mais on a une donnée importante qui est le nombre de personnes qui ont les conditions matérielles d'accueil qu'on peut comparer au nombre de personnes qui sont en cours de procédure à la fin de l'année. Et quand on fait ce ratio, on se rend compte que seulement 61% des demandeurs d'asile fin 2024 avaient le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Ce qui signifie que près de 40% des demandeurs d'asile sont officiellement, ils ont le droit de rester sur le territoire, ils font valoir un droit fondamental, ils ont leur demande en cours de procédure, mais ils n'ont aucune condition matérielle d'accueil. Je rappelle au passage qu'ils n'ont pas non plus le droit au travail, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir leurs propres ressources, et l'État ne fournit pas de ressources à ces personnes. Près de 40% des demandeurs d'asile, c'est du jamais vu, ça représente 57 000 personnes, environ 57 000 demandeurs d'asile qui sont présents en France sans conditions matérielles d'accueil. Ce qui alimente la situation les campements, les personnes en situation de précarité, etc., qui sont de plus en plus nombreuses avec malgré tout ce statut de demandeur d'asile. Je souligne un élément important là aussi qui est passé un petit peu en dehors des radars médiatiques. Il y a le Comité contre la torture des Nations Unies, qui est l'organe des Nations Unies en charge de vérifier le respect par les États de la Convention contre la torture, qui a examiné la situation de la France récemment et qui a publié des observations adressées à la France le 2 mai 2025. Et on met en avant ces observations parce qu'elles soulignent les insuffisances, les difficultés pour accéder à des lieux d'hébergement et des conditions matérielles inadéquates. Et elles recommandent à la France d'intensifier les efforts en vue de garantir des lieux d'hébergement convenables et des conditions dignes. On le met dans la bouche des Nations Unies, c'est évidemment aussi ce qu'on porte à Forum Réfugiés sur ce sujet de l'accueil des demandeurs d'asile. Pour les personnes qui ont la chance d'accéder à un lieu d'hébergement, on a un parc d'hébergement qui est d'un peu moins de 107 000 places aujourd'hui qui sont dédiées aux demandeurs d'asile. Des places qui sont très diverses, il y a des CADA, des UDA, des KES, différents types de dispositifs avec des prix de journée qui sont très hétérogènes. Et il faut le souligner aussi qu'ils n'ont pas suivi l'inflation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des prix de journée de ces dispositifs qui sont encore très bas et c'est une vraie difficulté pour les opérateurs comme Forum Réfugiés et comme d'autres pour gérer ces dispositifs et assurer un accompagnement convenable dans ces lieux. Les difficultés de gestion, c'est-à-dire le versement des sommes, le pilotage, etc. de ces dispositifs par l'État ont été pointées par la Cour des comptes dans un rapport publié à l'automne 2024. Je
fais aussi un petit focus sur la situation à Mayotte, que j'ai évoqué tout à l'heure. À Mayotte, il y a seulement 520 places qui sont dédiées aux demandeurs d'asile. Un parc d'hébergement qui a été fortement impacté par le cyclone Chido à la fin de l'année dernière. Et donc sur lequel l'association présente sur place, Solidarité Mayotte, qui a contribué à notre rapport à travers des analyses sur la situation locale, a été énormément mobilisée pour essayer de replacer les gens dans des logements, d'apporter de l'eau, de la nourriture, etc. pour ces personnes. C'était une situation très compliquée et ça demeure très compliqué aujourd'hui. Ce qui est compliqué aussi, ce que souligne Solidarité Mayotte, c'est qu'il y a un nombre de places limité et c'est qu'ils sont sollicités par les autorités très fréquemment pour et mettre à l'abri des publics très divers dans ces lieux, y compris des personnes qui ne sont pas du tout demandeurs d'asile, mais sur lesquelles il y a une évacuation d'un lieu, etc. Donc, c'est des places qui finalement sont très, très malléables aussi, malgré leur nombre limité. Et dernier point sur les lieux d'hébergement, il faut souligner cette orientation des politiques publiques qui est très, sur lesquelles nous avons eu un regard très critique à Forum Réfugiés, c'est la loi de finances 2025 qui concrétise une baisse significative du parc d'hébergement. On a parlé de 6 000 places environ en moins. On verra ce que ça donne à la fin de l'année 2025. En tout cas, c'est une économie de 45 millions d'euros qui est recherchée par l'État, ce qui fait 6 500 places environ sur 12 mois. Mais comme la loi de finances a été adoptée après le 1er janvier, la baisse doit se faire sur moins de mois que ça. Donc peut-être qu'on arrivera à une baisse plus significative encore que 6 000 places, malgré toutes les limites que j'ai évoquées tout à l'heure et un parc d'hébergement déjà largement insuffisant. Ce parc d'hébergement, ce dispositif d'accueil aujourd'hui en France et ces places d'hébergement, il y a un nombre limité de places et ces places sont occupées finalement par assez peu de demandeurs d'asile. Sur les places qui sont disponibles aujourd'hui, il y a seulement 65 000 demandeurs d'asile qui sont hébergés. Donc on disait tout à l'heure, il y a près de 148 000 demandeurs d'asile en cours de procédure à la fin de l'année 2024. Et sur ces 148 000 demandeurs d'asile, il y en a 65 000 qui sont hébergés dans des lieux dédiés. Vous voyez le petit camembert avec les places. Donc on voit que la plupart des demandeurs d'asile en France ne sont pas hébergés dans un lieu dédié. Et ceux qui ne sont pas hébergés, il y en a qui n'ont pas d'ADA du tout, près de 57 000 personnes. D'autres ont une ADA majorée qui leur permet d'avoir un peu plus d'argent pour compenser l'absence d'hébergement, et une partie qui ne sont pas hébergés et qui n'ont pas d'ADA ou pas d'ADA majorée. Sur l'accueil, pour terminer sur ce point, je souligne aussi, comme on l'avait fait l'année dernière et comme on le fait depuis la mise en place de ce dispositif qui est le schéma national d'accueil, on souligne à Forum Réfugiés que c'est quelque chose qui est évidemment intéressant dans le sens où ça permet de se proposer des solutions aux personnes depuis l'Île-de-France, ça permet de faire baisser la pression sur ce territoire, la région parisienne, mais il y a un impensé dans ce schéma national, c'est l'impact sur les territoires dans lesquels les personnes sont orientées, dans les territoires sur lesquels les personnes sont orientées, et bien en fait ça vient diminuer les capacités d'hébergement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui demande l'asile à Lyon, à Marseille ou à Toulouse, il aura moins de chances d'avoir un hébergement que s'il demande l'asile à Paris, puisque le focus et les politiques publiques se font depuis Paris et on oriente les gens depuis Paris dans des places localement qui ne peuvent plus être utilisées par les personnes qui demandent l'asile dans les GUDA en région. Dernier chapitre sur l'intégration des bénéficiaires de la protection internationale. Les bénéficiaires de la protection internationale ont vu le nombre de places en centre provisoire d'hébergement augmenter en 2024. On voit une augmentation sur une période un peu plus longue qui est très significative de ce parc d'hébergement dédié aux réfugiés, plus de 11 000 places. Ce qui reste assez limité par rapport au nombre de bénéficiaires de la protection internationale. Les BPI, on a dit que la France avait protégé 70 000 personnes en 2024. Il y a 11 000 places de CPH, donc du coup, il y a une priorisation qui se fait vers les BPI les plus fragiles. Le programme Agir, là aussi, c'était une orientation politique intéressante qu'on a saluée, qu'on a accompagnée, qu'on a même inspirée à Forum Réfugiés à travers le programme Accélère. Mais ce programme Agir, donc il est monté en puissance. Aujourd'hui, il n'y a plus que 2 départements qui ne sont pas couverts par le programme Agir. 23 000 personnes en cours d'accompagnement au 31 décembre. Des résultats plutôt encourageants quand on regarde l'accès à l'emploi, au logement, ce que ça produit. Mais malgré tout, été 2024, consigne de l'État de limiter les entrées pour des raisons de restrictions budgétaires. Et donc, des dispositifs qui étaient dédiés à l'ensemble des BPI d'un territoire deviennent des dispositifs sur lesquels il y a maintenant des critères d'entrée. Des critères d'entrée qui sont basés sur la vulnérabilité. Une vulnérabilité, là aussi, qui est un peu un mot maintenant qui devient un peu fourre-tout, puisque ce n'est pas la même vulnérabilité que celle des demandeurs d'asile qu'on entend dans le droit. C'est des vulnérabilités à partir de critères fixés par l'OFII. Et donc, avec une vraie difficulté aujourd'hui qui se pose pour les personnes qui ne sont pas accompagnées par Agir, qui sont jugées non vulnérables et qui, pourtant,
très souvent sont dans des situations de précarité ou du moins ont besoin d'un accompagnement dédié vers l'emploi, vers le logement, puisqu'on a vu à travers toute cette expérience longue des dispositifs d'intégration que c'est bénéfique pour les personnes, mais aussi pour l'ensemble de la société de mettre en place des dispositifs d'intégration. Les gens accèdent plus vite à l'emploi, plus vite au logement, sont plus vite autonomes et sont moins longtemps dépendants des aides sociales. Et donc, c'est intéressant aussi pour les finances publiques. Je souligne aussi, à partir du 1er juillet, aujourd'hui, il y a aussi une limitation de l'offre de formation français langue étrangère par l'OFII dans le cadre du contrat d'intégration républicaine. Et donc, il va y avoir aussi là des formations en présentiel qui vont passer en visio, etc. Donc aussi un abaissement du niveau de formation pour l'apprentissage de la langue, ce qui va aussi compliquer l'intégration. Et tout ça est très paradoxal parce qu'on entend beaucoup les pouvoirs publics dire qu'il faut mettre le paquet sur l'intégration, qu'il faut faire attention aux étrangers en situation irrégulière, etc. Mais par contre, les réfugiés, on va mettre le paquet, eux, on peut les intégrer, ils ont toutes leurs raisons d'être en France et donc on va tout faire pour eux. En réalité, on a vu là une baisse de cette ambition d'intégration dans les politiques publiques en 2024 et 2025. Et avec un autre point sur cette slide, je vais très vite parce que le temps est compté. On a une baisse des délais d'établissement des actes d'état civil par l'OFPRA, ce qui est une bonne chose, parce qu'on avait une hausse continue et c'était une vraie difficulté pour les personnes. Mais on a toujours une énorme difficulté avec ce portail numérique qu'on appelle l'ANEF, qui concerne tous les étrangers qui veulent accéder au séjour et en partie les bénéficiaires d'une protection internationale. Je souligne sur ce point, il y a un recours qui a été formé par 10 associations, dont Forum Réfugiés. On a saisi le Conseil d'État pour pointer ces manquements et du coup ce non-respect du droit par l'État sur la question de l'accès au titre de séjour. La France, sur l'intégration et sur l'accueil des réfugiés, il faut souligner aussi qu'elle a réinstallé entre 2200 et 2300 personnes en 2024. Ce qui est moins que les dernières années. On était sur un objectif de 5000 qui est baissé à 3000. Et puis finalement, en 2024, il y a eu les Jeux Olympiques. Alors on a dit on ne peut pas mobiliser trop de moyens, donc de 3000, on va passer à 2000. Donc voilà, ça reste malgré tout intéressant et significatif à l'échelle européenne. Comme on l'a vu tout à l'heure, la France fait partie des principaux pays de réinstallation. On a aussi dans le rapport un topo statistique sur la protection des réfugiés d'Ukraine qui ont un statut particulier. Il y a plein de chiffres qui sont dans le rapport et qui sont sur le PowerPoint que je ne vais pas vous commenter parce que le temps file, mais je vous signale juste un élément important d'analyse, c'est que les Ukrainiens, de plus en plus, c'est une tendance forte de 2024 et de 2025, se tournent vers la demande d'asile, ce qui est assez étonnant. En tout cas, ce n'était pas ce qui était prévu au départ, parce que la protection temporaire visait justement à ne pas impacter les systèmes d'asile, c'est-à-dire que l'Union européenne ne voulait pas avoir tout d'un coup 4 à 5 millions de personnes qui vont dans les demandes d'asile dans les pays, puisque ça aurait saturé les systèmes d'asile, et donc il y a eu ce dispositif de protection temporaire. Mais petit à petit, les Ukrainiens ont besoin quand même d'une perspective durable de séjour, d'intégration, et c'est pas prévu, c'est pas permis par la protection temporaire, qui est renouvelée d'année en année. Il n'y a pas une visibilité très importante. Et en France, il y a une situation particulière aussi qui explique qu'il y a beaucoup de demandes d'asile d'Ukrainiens, c'est que la France a fait le choix d'accorder aux Ukrainiens des autorisations provisoires de séjour de seulement 6 mois. Donc la visibilité qui est déjà réduite, elle est encore plus réduite pour ces personnes en France, puisqu'on renouvelle son titre 6 mois après 6 mois, ce qui fait qu'on a un titre de séjour très court, ce qui complique l'accès au logement, l'accès à l'emploi, etc. Et donc les personnes se tournent de plus en plus vers la demande d'asile. 50% de la demande d'asile des Ukrainiens en Europe et une demande d'asile faite en France. Donc c'est à la fois une tendance européenne, mais qui est quand même très accentuée en France, une spécificité française, cette orientation des Ukrainiens vers la demande d'asile. Je vous remercie et on laisse la place à Sylvestre. Oui, bonjour, Sylvestre Wozniak, Forum Réfugiés, directeur général de Forum Réfugiés. Déjà, merci à nos 3 intervenants, Barbara, Élise et Laurent, pour ces présentations déjà très complètes, mais dont on vous a précisé à plusieurs reprises que vous pouviez trouver tous les détails et beaucoup plus de détails sur le document qui était disponible sur Internet pour une somme très modique. L'objectif n'étant pas d'enrichir Forum Réfugiés, si c'était le cas, ça se saurait depuis longtemps, mais de participer, bien entendu, aux frais de réalisation de ce document et du travail important que cela représente. Donc, merci pour ces interventions. Merci pour les questions qui sont intervenues au fur et à mesure des présentations. La première qui arrive dès le départ
Peut-être Barbara pourra répondre et Élise et Laurent compléteront si nécessaire, mais c'est pourquoi cette diminution des demandes d'asile et même quelqu'un précise en Europe, est-ce que c'est lié à Frontex, aux politiques en cours? Voilà. Barbara, peut-être? Merci. Merci pour la question. Donc effectivement, moi j'ai la vision globale des dynamiques et je pense qu'Élise et Laurent sont bien plus experts que moi sur les dynamiques européennes et nationales. En tout cas, à l'échelle globale, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, les personnes ont simplement du mal à se déplacer, à bouger, à chercher protection dans d'autres pays et plus loin encore que les pays voisins des pays qu'elles fuient. Les routes migratoires sont dangereuses. Il y a peu de voies légales qui existent encore pour permettre aux personnes de chercher protection en dehors de leur pays de manière régulière. Je vous ai parlé de la diminution des places de réinstallation pour l'année 2025 et de toute façon même sur 2024 des besoins bien plus supérieurs au nombre de places disponibles. Donc ça c'est une explication. La délivrance de visas humanitaires par exemple vers la France n'est pas une solution qui s'applique à tout le monde et qui permet d'arriver légalement. Donc voilà, nous, ce qu'on constate à l'échelle globale, c'est qu'effectivement, 60% des personnes, elles ne quitteront jamais leur pays pour chercher protection ailleurs, elles restent déplacées à l'intérieur. Et pour celles qui franchissent une frontière, 67% vont rester dans les pays voisins. Donc, et c'est des chiffres qui sont en augmentation, pardon, pour parler tendance et pour aller dans le sens de la question. Donc effectivement, nous, ce qu'on voit, c'est bien ça. C'est des trajets qui sont de plus en plus dangereux, des routes migratoires qui se ferment et donc des personnes qui restent à proximité immédiate des zones de conflit et de persécution. Pour l'Europe et la France. Oui. Alors pour l'Europe, comme l'a dit Barbara, ça peut être dû à la situation dans les pays d'origine ou dans les pays voisins. Ça peut être extrêmement dur de sortir. Il y a des facteurs variés. Ça peut aussi être dû aux conditions météorologiques qui empêchent de prendre la mer. Dans leur communiqué de presse, Frontex se félicite de son travail. Donc, est-ce qu'ils impliquent qu'il y a un effet dissuasif? Ils se félicitent aussi de leur collaboration avec des pays tiers, notamment la Libye. Donc, est-ce que la baisse est aussi liée à des cas de refoulement? Puisque s'il y a refoulement, ils ne comptabilisent pas les personnes. Ça peut être une multitude de causes. Voilà. En sachant que les besoins augmentent dans le monde généralement. C'est étonnant, mais ouais. Sur l'échelle française, je voulais juste souligner qu'effectivement, il y a une baisse, mais malgré tout, comme je disais, on reste à un niveau de demande d'asile qui reste quand même très élevé. Alors qui reste élevé à l'échelle française. Hein. Quand on se projette à l'échelle internationale, c'est une toute petite partie des personnes en besoin de protection qui arrivent à accéder au territoire français et à y demander l'asile. Mais quand on regarde sur une grande échelle, à l'OFPRA par exemple, les premières demandes d'asile, c'est la deuxième plus importante année en termes de demandes d'asile à l'OFPRA. Donc on est malgré tout. Enfin, on peut retenir qu'il y a une baisse, effectivement, parce qu'il y a une légère baisse, mais il faut retenir qu'on reste à un niveau de demande d'asile qui reste malgré tout à un niveau élevé en France par rapport à l'histoire de l'asile en France. Et puisque tu as la parole, est-ce que tu peux répondre à la question concernant, même si tu as donné quelques éléments, pourquoi tant de demandeurs d'asile restent sans accès aux conditions matérielles d'accueil? C'est une bonne question qu'il faudrait poser à l'OFII, puisque c'est l'OFII qui est en charge de l'attribution des conditions matérielles d'accueil. En réalité, ce qu'on constate, c'est que la loi, hein, je parle de l'OFII met en œuvre un cadre légal qui s'est fortement durci ces dernières années. La loi de 2018 a largement élargi les possibilités de retirer, supprimer, suspendre les conditions matérielles d'accueil. La loi de 2024, il y a une tentative dans la loi de 2024 de rendre automatique ces cas. Je dis une tentative parce que le Conseil constitutionnel est venu nuancer ça, parce que le droit européen impose un examen individuel pour l'attribution des conditions matérielles d'accueil. Mais donc un cadre qui s'est durci d'une part,
et d'autre part, un OFII qui a appliqué ce cadre de façon restrictive. C'est-à-dire que aujourd'hui, malgré ce cadre qui s'est durci, le cadre impose toujours une prise en compte des situations individuelles, personnelles, familiales, sanitaires, des situations de vulnérabilité. Et donc, il devrait y avoir davantage de personnes qui bénéficient des conditions matérielles d'accueil, mais on a des autorités françaises qui, dès qu'elles le peuvent, en quelque sorte, dès que la loi le permet, n'attribuent pas les conditions matérielles d'accueil. Il faut aussi souligner que le schéma national d'orientation depuis l'Île-de-France, que j'ai évoqué tout à l'heure, aboutit à un nombre important de privations de conditions matérielles d'accueil. Pourquoi? Parce que depuis l'Île-de-France, les guichets uniques, l'OFII dit aux personnes, OK, vous avez demandé votre demande d'asile à Paris, mais on a une place d'hébergement pour vous, mais la place d'hébergement, elle est à Rennes, par exemple. Et donc, une partie des personnes refusent cet hébergement loin de la région parisienne. Une autre partie accepte, mais finalement ne s'y rend pas. Et donc, dans ces cas-là, soit un refus, soit les personnes qui ne se rendent pas dans le lieu qui a été désigné, eh bien, la conséquence, c'est qu'il y a une suppression des conditions matérielles d'accueil pour ces personnes. Et donc, ce schéma national d'accueil, il a permis de désengorger la région parisienne, mais il a aussi eu pour conséquence de créer, de générer un nombre croissant de personnes sans conditions matérielles d'accueil. Mais encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, pardon, ce qui est assez problématique, selon nous, c'est malgré tout qu'on manque de données, c'est-à-dire on manque de données, notamment de la part de l'OFII, pour nous expliquer quels sont les cas de privation de conditions matérielles d'accueil. Pourquoi? Quelles sont les situations? Quels sont les articles de la loi qui ont été? Est-ce que c'est des demandes tardives? Est-ce que c'est des demandes de réexamen? Est-ce que c'est des personnes qui ont fourni des fausses informations? C'est-à-dire qu'il y a plein de cas dans la loi dans lesquels on peut supprimer les conditions matérielles d'accueil. Aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir une analyse détaillée de cette situation de l'accueil en France, du fait du manque de données détaillées sur ce sujet. On ne t'entend pas, Sylvestre. On ne t'entend pas. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Voilà. Dans le droit fil des commentaires que tu viens de faire, est-ce que, puisque c'était une question posée, peut-on dire que l'orientation directive est un échec? C'est une question compliquée. Tout dépend de quel point de vue on se situe. C'est-à-dire que si on se situe à Paris, il y a beaucoup moins de personnes dans les campements, il y a beaucoup moins de pression sur les guichets uniques pour demandeurs d'asile et sur les SPADA qui sont gérés par par des associations sur place. Donc ça a quand même amélioré la situation en Île-de-France. Ça a permis quand même à plus de personnes d'accéder aussi à des hébergements, hein, des personnes, quand on dit l'orientation directive, c'est aussi beaucoup plus de personnes depuis l'Île-de-France qui se voient proposer un hébergement par rapport à avant. Mais c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a aussi il y a un peu le revers de la médaille. Hein. Le revers de la médaille, c'est à la fois des personnes qui se font supprimer les conditions matérielles d'accueil et aussi une difficulté croissante pour les personnes à accéder à l'hébergement depuis les autres grandes métropoles françaises. Aujourd'hui, on a relevé quelques chiffres dans notre rapport, hein, où on a mis les chiffres d'orientation vers l'hébergement depuis Marseille, depuis Lyon, qui sont des SPADA, des principales SPADA en France. On voit qu'il y a un nombre de personnes qui accèdent à l'hébergement depuis ces SPADA qui est extrêmement limité. Hein. On est sur une personne sur 4 environ qui accède à l'hébergement depuis ces SPADA. Donc dans les régions, il y a moins de personnes qui accèdent à l'hébergement, une part moins importante de personnes qui accèdent à l'hébergement à Lyon, par exemple, depuis qu'il y a le schéma national, qu'avant la mise en place du schéma national. Parce que les places locales dans la région lyonnaise, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, sont captées par des personnes qui viennent de l'Île-de-France. Et donc depuis Lyon, il y a moins de solutions d'hébergement. Donc, dans un sens, ça a plutôt aggravé la situation. Donc le bilan, c'est difficile, hein. Il y a des aspects positifs, des aspects négatifs. Nous, ce qu'on demande à Forum Réfugiés, c'est d'avoir une vision un peu plus globale du sujet, c'est-à-dire de mettre en place une orientation directive depuis les grandes métropoles françaises. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive à Nice, à Marseille, à Lyon, enfin que les personnes ne soient pas obligées d'aller à Paris pour être envoyées quelque part autre part en France. Qu'il y ait depuis ces métropoles françaises de l'orientation directive et pas seulement depuis l'Île-de-France, puisque là, l'effet paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, il faut aller à Paris pour être hébergé. Alors que l'idée de ce schéma, c'est de se dire il faut qu'il y ait moins de demandeurs d'asile à Paris, sauf qu'aujourd'hui, pour être hébergé, il faut aller à Paris. Donc, c'est ça qui est un petit peu paradoxal et ça mériterait d'être affiné et amélioré, ce schéma national. Merci. Un point qu'on a pu remarquer les uns et les autres dans
dans la présentation des données, dans cette diminution du nombre de demandes d'asile, il y a, semble-t-il, une augmentation de la proportion de mineurs, des MNA en particulier, même si on a quelques difficultés d'identification statistique selon le traitement qui est fait dans les pays. Est-ce qu'on a plus d'informations sur ce sujet-là? Est-ce qu'il est souhaitable d'en avoir plus? Et puis, il y avait une question très précise, c'est le fait que les MNA, en tout cas, c'est ce qu'on nous a signalé, ce que quelqu'un a signalé sur Marseille, que devaient être accompagnés par l'administrateur ad hoc pour un rendez-vous OFPRA et que la difficulté de faire en sorte que les administrateurs se déplacent, bien, faisait que les MNA se retrouvaient sans entretien. Est-ce que sur ce point-là, tu peux poursuivre ou Barbara pour des données plus larges au niveau international? Peut-être déjà sur l'évolution de la proportion du nombre de mineurs, Barbara, d'une manière globale. Nous, ce qu'on voit à l'échelle globale, c'est que le nombre d'enfants. On n'a pas les données sur les mineurs non accompagnés, on a les données sur les enfants, donc c'est quand même légèrement différent. Elles sont énormes, enfin c'est 42%, ça aussi entre 40 et 42% selon les années de la proportion des personnes déplacées de force, donc c'est énorme et pour nous ça pose surtout des questions en termes d'aide humanitaire et de programmes, de solutions sur les questions d'éducation, puisque du coup c'est des générations entières qui sont coupées d'accès à l'éducation pendant un certain temps. Mais ça pose aussi des questions de protection, puisqu'effectivement, on sait que parmi ces personnes-là, ces enfants-là, il y en a beaucoup qui sont séparés. Alors, pas toujours complètement isolés ou non accompagnés, peut-être des fois avec des proches qui les prennent en charge, mais effectivement, on sait que parmi eux, il y en a une proportion non négligeable qui se retrouve à un moment ou à un autre isolés. Donc ça, c'est nous ce qu'on voit à l'échelle globale. On n'a pas de désagrégation plus précise sur le nombre de mineurs non accompagnés. Au niveau européen, est-ce que tu peux rappeler les chiffres, Élise, que tu avais donnés tout à l'heure? Alors, les mineurs représentent 26% des primo-demandeurs à l'échelle européenne et 4% de ces primo-demandeurs mineurs sont des mineurs non accompagnés. D'accord. Et sur le sujet extrêmement précis de l'accompagnement par un administrateur ad hoc pour l'entretien OFPRA et la difficulté à réaliser les entretiens parce que les administrateurs sont trop peu nombreux ou pas disponibles, est-ce que tu as Oui, alors c'est vrai qu'il y a éléments? il y a plusieurs obstacles. En France, il y a eu, donc sur le nombre de mineurs dans la demande d'asile, au total, c'est plutôt une augmentation. Il y a eu 14% de mineurs en plus dans la demande d'asile en France en 2024, si on prend l'ensemble des premières demandes d'asile et l'ensemble des mineurs, hein, accompagnés ou non accompagnés. Si on fait le focus sur les mineurs non accompagnés, on a une baisse plutôt des demandes, puisqu'on est à peu près à 1000 demandes. Première demande d'asile de mineurs non accompagnés en 2024, on était à peu près à 1300 l'année précédente. Et il y a effectivement plusieurs difficultés pour l'asile des mineurs non accompagnés. On ne va pas toutes les évoquer ici, mais une des difficultés qui est citée là, c'est effectivement la difficulté de la représentation légale, puisque un mineur non accompagné, quand il fait une demande d'asile, il va se présenter en préfecture et la préfecture doit saisir le parquet qui nomme un représentant légal temporaire qu'on appelle un administrateur ad hoc. Et dans certains territoires, il y a des difficultés. Effectivement, c'est des listes qui doivent être établies par le parquet. C'est la responsabilité du ministère de la Justice de mettre en place ce dispositif de représentation légale. Et il en manque sur certains territoires. Et donc, effectivement, ça peut bloquer, retarder la procédure puisque l'OFPRA exige la présence de l'administrateur ad hoc pour tenir l'entretien. Donc, s'il n'y a pas d'administrateur ad hoc désigné, la demande ne peut pas être complétée. Et la demande ne peut pas être entièrement instruite. Donc, c'est effectivement un sujet à souligner qu'il faut relever auprès du ministère de la Justice sur les territoires. C'est le travail du ministère de la Justice de recruter des administrateurs ad hoc en quelque sorte. Mais sur ce sujet, il y a des difficultés. C'est une mission qui est très mal rémunérée, c'est-à-dire que c'est des sommes un peu symboliques qui sont données pour les administrateurs ad hoc, ça demande un temps important, etc. Donc c'est assez difficile de trouver des profils de personnes qui sont intéressées par ces missions sur les différents territoires et c'est un obstacle important. Donc il faudrait effectivement revoir ce système de représentation légale en France pour aboutir à quelque chose de plus solide pour les personnes concernées. Merci. Je vais juste ajouter que Élise, je t'en prie. Ouais. Avec le pacte sur l'asile et la migration qui va entrer en application en 2026, il va falloir nommer des administrateurs en 15 jours. Donc c'est aussi une difficulté pour la France. Et ça a été identifié par la Commission dans son rapport sur l'avancement de la mise en œuvre du pacte.
Merci. Une question plus précise qui nous ramène à un niveau international, donc peut-être Barbara, sur pourquoi la Guinée ressort comme un pays d'origine très important dans la liste, en tout cas, des pays d'origine. De pays d'origine des demandeurs d'asile, hein, du coup. Oui, Oui. Alors, il y a une multitude de facteurs qui se combinent. Il y a des situations dans ce qui nous est rapporté, et je pense que peut-être Élise et Laurent pourront compléter, peut-être aussi dans ce qui est vu parmi les publics aussi, demandeurs d'asile accompagnés par Forum Réfugiés, mais en tout cas, de ce que nous, on en sait, il y a des situations de violence intrafamiliale, y compris à l'égard de femmes qui fuient des mariages plus ou moins forcés, des situations de violence conjugale. Pour certains jeunes également des conflits familiaux ou des situations de précarité extrême. Qui peuvent s'apparenter à une forme de violence économique ou systémique. C'est plutôt, en tout cas pour les personnes qui ensuite obtiennent une protection, c'est plutôt sur des motifs de protection liés à des situations sociales et de violence qui ne font pas l'objet d'une protection ensuite de la part des autorités. Voilà, je ne sais pas si du côté de Forum, vous voyez d'autres cas récurrents ou similaires à ça. Sur ce sujet, je souligne qu'on a dans le chapitre monde du rapport, parce qu'il y a Barbara qui fait le focus statistique, on a un focus statistique dans le chapitre monde, on a aussi des focus pays, et on a notamment un focus sur la Guinée, hein, avec des contributeurs guinéens qui sont venus développer dans le rapport des éléments sur la situation en Guinée. Et ce qui souligne, c'est à la fois ce qu'expliquait Barbara sur des violences intrafamiliales, des mariages forcés, des situations qui impactent les jeunes, les personnes vulnérables, et particulièrement les femmes en Guinée. Mais il y a aussi une situation politique qui est compliquée, avec un pouvoir politique qui menace les opposants, qui enlève, séquestre des défenseurs des droits humains, etc. Donc il y a aussi cette situation-là qui existe en Guinée, un contexte voilà, politique et des libertés politiques qui sont aussi malmenées. Et qui explique un peu tout ça et qui explique à la fois qu'il y a une forte demande de Guinée, mais il y a aussi un nombre de personnes protégées qui est assez significatif. Parce que parfois, il faut aussi distinguer, hein, il peut y avoir un nombre important de demandes. Pour autant, ce n'est pas forcément des personnes qui relèvent de l'asile à la fin du processus. Là, on a quand même, la Guinée, le 5e pays en France où il y a le plus de pays d'origine, où il y a le plus de personnes protégées en 2024. merci. Alors, je suppose que dans les statistiques données dans le rapport, on va trouver des données concernant une partie des demandeurs d'asile que vous avez cités, les femmes, notamment les femmes victimes de violences. Je suppose qu'il y a des données à ce sujet. Sur la partie France, notamment, on a fait un focus sur ce sujet spécifique de la protection des femmes, puisqu'il y a eu des évolutions assez importantes, hein, en 2024, des jurisprudences à l'échelle européenne, mais qui sont venues aussi se décliner ensuite dans les différents pays. Et il y a un fait assez marquant, c'est qu'il y a une hausse très importante de la proportion des femmes dans la demande d'asile. En 2024, en France, on a une inversion un petit peu de la proportion, hein. On a des femmes qui deviennent majoritaires dans la demande d'asile. Alors, il y a plein de paramètres d'explication, hein. L'un de ces paramètres, c'est la demande ukrainienne qu'on a citée tout à l'heure, sur lequel il y a énormément de femmes dans la demande d'asile ukrainienne. Et donc, ça vient impacter le tableau général qu'on peut faire des demandes d'asile. Mais on a fait un focus sur la protection des femmes. Et le titre de cette analyse s'appelle « Une protection accrue des femmes demandeuses d'asile », puisqu'on constate effectivement qu'il y a un nombre beaucoup plus important de femmes qui sont protégées et un taux d'accord pour les femmes qui était à l'OFPRA de 46%, si on fait le focus uniquement pour les femmes, en 2024. On disait tout à l'heure, 39% si on prend le taux global. Donc les femmes ont un taux de protection plus important, donc plus de demandes et aussi une attention plus importante, des jurisprudences qui se développent pour mieux protéger ces femmes. Donc c'est effectivement une évolution marquante de l'année 2024. Merci. On approche, on est même à la fin du temps qui était imparti pour ces présentations et ces questions. On n'a peut-être pas répondu à toutes les questions. Il y en avait une qui était très large sur les échanges qu'on peut avoir avec des organismes internationaux sur la violence structurelle, hein, qui persiste en arrière-plan. Je crois que le sujet est extrêmement vaste.
Peut-être, est-ce qu'on sait pourquoi les délais sont si longs au GUDA de Grenoble? Non, c'est des dysfonctionnements locaux de la préfecture de Grenoble. C'est des questions d'organisation des services, hein. C'est des questions de moyens humains, hein. C'est assez basique, hein. C'est-à-dire que si la préfecture n'est pas en capacité de donner des rendez-vous rapides, c'est qu'il manque de moyens. Donc c'est entre la préfecture de l'Isère et les services centraux que se joue cette question des moyens attribués à la préfecture de Grenoble. Et de ce que j'ai compris, il y a aussi des questions d'organisation de la préfecture, hein. C'est-à-dire que il y a des moyens globaux qui sont donnés à la préfecture. Ensuite, la préfecture choisit d'affecter un nombre de fonctionnaires pour le service des cartes grises et puis un autre pour les demandeurs d'asile, etc. Donc, c'est aussi une question d'organisation et de priorisation des publics par les services. Mais en tout cas, c'est une question de moyens. Merci. Je laisse notre présidente Sylvie Guillaume conclure ce webinaire. On m'entend à nouveau? Oui, ça va. Merci beaucoup. Écoutez, j'espère que dans ce moment qui a fait l'objet d'énormément de volume d'informations à tous les niveaux, et je remercie Élise, Laurent et Barbara d'avoir fait ce travail à la fois de synthèse et de compréhension. J'espère qu'on aura donné les éléments d'expertise sur, je le redis, ces sujets complexes qui méritent mieux qu'un survol de temps en temps très lointain sur ces phénomènes, qui nécessitent une bonne compréhension de ce qui se passe et une bonne compréhension aussi de la manière dont on résout les problèmes des personnes concernées. Donc, merci à vous tous et on est disponible pour cette expertise-là à vos questions qui n'auraient pas été répondues dans ce webinaire. Merci beaucoup.